Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, édition Question de Point de Vue. Dans cet épisode, nous allons parler des préjugés que les hommes ont sur les femmes et que les femmes ont sur les hommes. Et je vais en parler avec mon amie Caroline. Salut Caroline. Salut Gaël. Et je suis trop content de te retrouver. Parce qu'en fait, on a fait des... Non, c'est vrai, on fait des jolis épisodes tous les deux, je trouve. Et là, en plus, le thème est vraiment top. Ça va être une sorte de... Tu vas te faire l'avocate des femmes et je vais me faire l'avocat des hommes autour des préjugés. Et je trouve cette idée plutôt rigolote parce que, bien sûr, il va y avoir des préjugés hyper tarte à la crème. Mais moi, j'en ai quelques-uns que j'ai en tête et j'aimerais bien entendre une femme me dire « Mais non, Gaël, tu as tort. » Ou alors, au contraire, « Mais non, Gaël, tu as raison. » Alors, tu commences à me connaître un petit peu, Caroline, parce que je rappelle quand même aux auditeurs de Happy Love, c'est grâce à Caroline que Happy Love existe. C'est vrai, hein ? Oui, c'est vrai. C'était après un déjeuner. Après que je sois venue, tu t'attendais pas à ce que je vienne, d'ailleurs. C'est vrai. Pour t'enregistrer sur l'oreiller, sur mon podcast. Sur le podcast. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion du formidable podcast de Caroline qui s'appelle Sur l'oreiller. C'est topissime. Je vous signale que là, je vais avoir un entretien avec une future star de la radio. Vous ne le savez pas, mais Caroline va être une star de la radio très bientôt. Écoutez bien ma voix, vous la reconnaîtrez bientôt. Non, c'est vrai, tu as une voix incroyable. Alors, ma chère Caroline, comme tu commences à me connaître, je suis profondément galant. J'ai été très bien élevé par mes chers parents. Et donc, je vais te laisser attaquer avec le premier préjugé que tu as sur les hommes. Et je vais essayer de me faire l'avocat des hommes. On en parle de la galanterie d'abord, Gaël, ou pas? Oui, c'est une bonne excuse à chaque fois. Alors, oui, c'est bien, c'est une bonne excuse pour pas démarrer. Alors, écoute, on va commencer par celui qui, moi, me taraude, que j'ai pu expérimenter depuis des années, que je constate partout, chez tous les hommes, y compris les plus jeunes. Ça démarre, je ne sais pas, à 5 ans, à 8 ans, je ne sais pas, j'ai un fils, je peux en parler. Je ne sais pas si c'est faute, peut-être qu'il y a une déficience de vision chez les hommes, mais les hommes ne voient pas les choses. Donc, s'ils cherchent quelque chose qui a un rapport quand même avec soit la cuisine, soit un accessoire de ménage, voir que par exemple le placard a été ouvert, il faudrait le refermer. Puis il vient juste de l'ouvrir, il faudrait le refermer. Ou cherchent quelque chose dans le frigo et c'est vraiment sous leur nez. J'en fais l'expérience assez fréquente que vous ne voyez pas. Et tu veux dire, par exemple, nous, on ne voit pas la paire de chaussettes qui est au bas du lit. Voilà, que vous avez laissé vous-même au bas du lit. Bien entendu. Voilà. Mais alors, voilà. ma chère Caroline, donc oui. Gaël Châtelain-Berry, avocat des hommes. Tu sais qu'il y a eu une étude absolument passionnante, alors j'ai plus les références, ça date d'une dizaine d'années, sur l'exemple de la paire de chaussettes. Pourquoi les hommes ne voient pas la paire de chaussettes au bas du lit ? Parce que ça énerve toutes les femmes, bien entendu. Mais en fait, cette étude très sérieuse a montré, c'est pas qu'on la voit pas, c'est qu'on s'en fout. C'est ça. Non, mais littéralement. Et en fait, c'est pas pour vous embêter. On se dit pas, je le fais pas parce que je sais que ma compagne va le ranger ou quelqu'un d'autre. C'est juste, on s'en moque. Et c'était absolument passionnant parce que vous avez un regard sur les choses qui est totalement différent. Alors, est-ce que c'est acquis ou inné ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense qu'il y a une partie d'acquis, une partie d'inné. La notion de foyer, c'est vraiment quelque chose d'assez féminin, historiquement parlant. Enfin, le côté de la femme au foyer, ça fait finalement que depuis la génération, notre génération en fait, où ça devient, où c'est plus la norme. Encore la génération de nos parents, c'était la norme, la femme au foyer. Et donc, l'homme s'en fout. Alors oui, vas-y. Non, mais je voulais compléter parce que sur le côté, je me plante devant le frigo et je cherche quelque chose qui est devant mon nez. Là, je dois bien dire, c'est vrai et je n'ai pas d'explication. Et là, je plaiderai coupable. Cela étant dit, j'ai déjà été en couple avec des femmes qui pouvaient me demander où étaient leurs lunettes alors qu'elles étaient sur sa tête. Donc bon. Il est vrai aussi. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai bien précisé. Vous ne voyez pas dans un champ très précis qui est ce périmètre, effectivement, du foyer domestique. Et en fait, alors ça a été fait par Emma, notamment, qui fait beaucoup d'illustrations sur tous ces phénomènes de relations hommes-femmes. Et Emma, en gros, synthétise en disant, en partie, que nous, du coup, on a tendance à anticiper, on veut faire toutes ces choses dès qu'elles sont sous notre nez, alors que vous pouvez les faire au dernier moment. Mais alors qu'on ne vous le demande pas, Caroline. Hein. Non, mais je sais bien, mais quand tu es avec un homme seul, d'accord, qui vit seul, et que tu arrives chez lui,
tu vois, dans une situation qui peut nous arriver, n'est-ce pas, à nos âges avancés. Nous n'habitons pas forcément avec notre compagnon ou notre partenaire. Eh bien, tu peux arriver chez ton partenaire et lui, en fait, ça lui pose pas de problème d'avoir sa vaisselle depuis 3 jours dans son évier. Alors là, par contre, Caroline, je dis stop. Là, c'est un manque d'éducation. C'est-à-dire que quand je reçois une jeune femme chez moi, bien entendu que le ménage est fait, mais au taquet, parce que je sais qu'elle y prête attention. Mais même au bout de 2 ans, Gaël, même au bout de 2 ans. Ah oui, ouais. Parce que les premiers mois, certes. Mais même, je vais te dire, ma dernière histoire sérieuse a duré 10 ans, et oui, j'étais, alors pas parfait, c'est pas la question, mais à un moment, il y a une question d'adapter ton comportement à ce qu'attend l'autre personne, même si toi, ça te saoule profondément. Mais comme tu sais que l'autre, c'est important, tu t'adaptes. Exactement. Mais ma nature profonde, c'est de laisser mes chaussettes traîner, je m'en fous complètement, mais objectivement. Oui, mais c'est ça, vous en foutez. Et c'est ce que dit Emma, d'ailleurs, vous en foutez, alors que mais contrairement à ce que pensent les femmes, ma chère Caroline, on ne le fait pas ni par flemme, ni parce qu'on sait que vous allez le faire. Ouais. Non, moi, ça, je ne l'ai jamais pensé, et du coup, la seule explication, toi, tu dis, c'est... peu vous importe, vous pouvez vivre avec votre paire de chaussettes au bout du lit pendant quelques jours. Et avec de la vaisselle sale dans l'évier pendant 3 jours. Aucun problème. Ouais, et là, moi, je vis seul depuis longtemps maintenant. Parfois, je me force. Il faut vraiment que j'ai un rencard pour ranger mon appart. Enfin, j'ai une femme de ménage aussi, mais je laisse traîner beaucoup de choses. Ouais. Alors, on va pas passer tout l'épisode là-dessus. Maintenant, c'est à moi de balancer un préjugé que j'ai. Es-tu prête ? Je suis prête. Ok. Pourquoi les femmes adorent le « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est quoi ce bazar de « faut impérativement qu'on vous court après » ? Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il y a aussi, on va reprendre, tu vois, par exemple, le mythe fondateur. Un des mythes fondateurs qui est quand même absolument génial. Moi, je me souviens de mon cours de biologie sur la reproduction sexuelle, donc je sais plus si c'était en 4e ou en 3e, où j'ai vraiment en tête l'image de spermatozoïdes. Je te jure que j'ai l'image en tête, puisque c'est la première fois que je voyais des spermatozoïdes animés sur une image. Tu vois, tout frétillant, voilà, tout content d'aller faire le chemin jusqu'à l'ovule. Et j'ai aussi bien entendu, donc eux, ils n'arrêtent pas de bouger, tout ça, ils sont voilà. Et puis on a l'ovule qui manifestement ne bouge pas d'un pas. Ah mais ça c'était dans ton article que tu as publié ce matin sur LinkedIn qui était passionnant. Et là, voilà, et je suis tombée de ma chaise parce que figure-toi, cette information, je l'ai découverte parce que donc je vais jusqu'au bout, pardon. Donc évidemment, on nous a tous appris que c'est le papa qui met la graine dans la maman. Donc on a quand même l'impression qu'il y a un récepteur et un émetteur, hein, donc quelque chose qui est quand même plus actif qu'une autre. D'un point de vue purement technique, il y en a un des deux qui est plus actif quand même. Alors ça se discute. En tous les cas, l'intérieur, c'est vrai, le processus, en tous les cas, oui, parce que tu sais qu'il y a un nouveau mot qui existe. On peut faire une parenthèse sur la circlusion. En fait, on parle souvent de pénétration, mais le mot qui a été inventé il y a quelques années pour expliquer que nous, compression, on pourrait même aller jusqu'à dire, en fait, c'est nous qui décidons du moment où notre partenaire va jouir. Hein. J'en ai entendu parler. Même. Si tu maîtrises vraiment ton périnée, on peut aller jusque-là. Revenons à nos petits spermatozoïdes et à notre ovule. Avec un actif et une qui attend. En fait, l'interprétation qu'on nous a donnée à cette époque, et je pense encore quand même beaucoup aujourd'hui, de ce spermatozoïde vaillant qui va rentrer dans l'ovule, donc c'est le plus compétiteur évidemment versus les autres. Enfin, on est vraiment dans ce récit inouï de l'homme qui fait le premier pas, qui est en conquête, pendant que l'ovule attend sagement qu'il se passe quelque chose. La réalité du processus, elle a été explicitée par une anthropologue américaine qui s'appelle Émilie Martin. Et donc ça, je l'ai découvert, page 37 du livre merveilleux « Les couilles sur la table » de Victor Toyon. C'est qu'Émilie Martin, en fait, a réexpliqué une autre forme de récit qui repose sur des faits scientifiques, qui est qu'en fait, l'ovule et le spermatozoïde ont tous les deux une façon de s'attraper mutuellement. Oui, Caroline. Si j'ai un tout petit peu plus loin, oui. Ma chère Caroline, j'entends ce que tu dis. C'est quand même une énorme digression, mais je vais donner un exemple très concret sans parler d'ovules et de spermatozoïdes. Je suis en ce moment sur des sites de rencontres. Et parfois, il y a ce qu'on appelle un match. Je suis désolé, dans 99,99% des cas, si tu n'écris pas en tant qu'homme en premier, la femme
tel ton ovule dans la légende, attend gentiment et ne fait jamais le premier. Mais pourquoi ? Mais je te confirme. Mais parce que, le mythe fondateur nous apprend toujours que la femme est en retrait et plutôt en posture un peu inactive, en tous les cas, au moins dans le processus de biologie. Et je te raconte même pas, si on parle de faits politiques plus anciens ou dans le code civil, nous, on devait obéir et vous deviez nous protéger. Donc, parce qu'on est dans un rapport d'infantilisation totale et pour vous de pression totale. Alors là, je suis pas d'accord. Tous les récits, attends, je termine. Et tous les récits qu'on nous a contés, et il y aura un troisième point après, tous les récits qu'on nous a contés sont sur ce modèle des récits à la Disney. Enfin, combien où, en gros, c'est l'homme qui va déclencher quelque chose. Alors, et dernier point, sur l'éducation de nos parents, combien de fois on a tous été éduqués comme ça. Moi, je vais bientôt avoir 50 ans. On a tous été éduqués comme ça, en tout cas de ma génération. Il faut laisser les hommes lanterner. Surtout, ne fais pas le premier pas. Surtout, tu ne bouges pas le premier soir. Il faut que l'homme sente que c'est lui qui va t'avoir. Voilà, on nous a ancré ça. Eh ben, en tant qu'homme, c'est insupportable. Mais je voulais revenir sur. Je sais pas si c'est insupportable. Moi, je suis un homme. Je suis un homme, Caroline. Mince. Oui, mais peut-être pas pour tous les hommes, tu vois. Non, mais certes, mais je pense que ce sont des paradigmes qui sont en train de changer, il faudrait s'en apercevoir. Mais sur le côté l'homme qui protège, j'aimerais juste faire un petit point d'histoire, parce que je vois une tendance actuellement qui est insupportable, notamment chez les jeunes femmes, de dire que la galanterie, c'est un moyen de domination des hommes. J'aimerais juste rappeler l'histoire de la galanterie. Ça a commencé au XIIe siècle, avec les chevaliers qui faisaient des croisades, donc au nom de Jésus, ils allaient récupérer Jérusalem. Et pour se détendre, les chevaliers, quand ils passaient dans un petit village avec des paysans et des paysannes, ils violaient, ils tuaient, bref, ils disaient, mais de toute façon, ils ne sont pas croyants, on peut violer ces femmes. Et il y a un groupe de chevaliers qui a dit, à un moment, non mais les gars, on défend la parole du Christ, et les femmes, on va les protéger. Et le début de la galanterie, c'est au XIIe siècle, et en fait, c'est le premier « balance ton porc ». Et moi, on me dira ce qu'on veut, mais entre une paysanne au XIIe siècle, qui doit être un peu chétive, et un chevalier avec une épée qui doit faire 2 mètres, il y en a un des deux qui est plus balèze. Alors ensuite, il y a eu la galanterie romantique, il y a eu plein de trucs. Mais le début de ce mythe, c'est pas un mythe fondateur en l'occurrence, c'est une réalité, les hommes défendaient les femmes et les paysannes qui se faisaient violer par des espèces de gros porcs. Donc voilà, c'était juste pour... Je ferme la parenthèse, que finalement, on pourrait faire tout un épisode sur la galanterie d'ailleurs, un de ces jours. On va pas être d'accord en fait sur le truc du fumoir. Toi, tu dis que c'est en fait culturel et que les filles. Beaucoup. Ouais, mais à un moment, est-ce que. Donc en fait, je confirme ton stéréotype et ton propos. Je le confirme. Il y a une étude que je pourrais vous envoyer qui a été faite par l'IFOP sur l'histoire du premier pas et qui constate effectivement que c'est toujours plus les hommes qui le font, même si de plus en plus, et pas forcément dans les nouvelles générations d'ailleurs. Tu vois, plutôt dans peut-être potentiellement les gens de ma génération qui revoient un peu tout ce qu'on leur a appris à nos âges qui commencent à être un petit peu avancés. On se dit au fait, d'où viennent tous ces comportements ? Il y a aussi des femmes qui peuvent faire le premier pas, bien entendu, mais c'est toujours en moins de proportion. Ouais. Tout à fait. Et oui, effectivement, la réponse en tous les cas, qui est très bien étayée dans le livre de Mona Schweller, Inventer l'amour, c'est une explication beaucoup culturelle. Et donc, la culture avec l'éducation et avec l'image de la société, c'est pas à la femme d'aller vers l'homme. Il faut se laisser désirer. Ok. Alors, maintenant, c'est à toi de balancer un préjugé. Les hommes, ils veulent toujours payer l'addition. Non, mais ça, c'est moi. Oui. Et ça, c'est pas tous les hommes, parce que j'ai des copines qui font des dates et qui disent... on a fait 50-50, c'est quand même bizarre pour un premier rendez-vous. Oui, j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Mais que ça soit mais n'importe quelle femme. Hein. Et je sais pas faire, c'est pas bien de se moquer. Donc ça ne vaut pas ce préjugé, ce n'est pas un préjugé. C'est un constat par rapport à quelqu'un que tu connais. Un stéréotype qui, moi, voilà, j'ai un peu de compassion d'ailleurs pour ce stéréotype, c'est que les hommes ne pleurent pas. Alors ça, c'est un énorme stéréotype, oui. Mais c'est vrai que ça, c'est encore un truc de culture populaire. Il est quand populaire. Même, franchement, il a la vie dure. Hein. Moi, j'ai rarement vu des hommes pleurer. Enfin, même quand tu les quittais. Je te parle... Non, mais c'est... Non, mais oui, d'ailleurs, oui, si j'ai des scènes où parfois c'est moi qui ai quitté, non, pleurait pas devant moi. Non, j'ai très vu peu d'hommes. Mais alors, je pense que c'est à la fois
un stéréotype, et c'est quand même assez vrai, parce que nous, en tant que garçons, on est éduqués vachement dans le côté, il faut être dur, il faut être solide, il faut montrer qu'on est fort. Donc toi, tout ça est lié. Et c'est vrai qu'un homme qui pleure va être soupçonné de faiblesse, relativement. Moi, j'ai pas ce problème-là, dans le sens où j'assume ma part... Toi, j'allais dire, j'assume ma part féminine. Tu vois, le préjugé, quand même. C'est pareil, c'est pour moi, une femme pleure. Donc c'est pas ma part féminine qui fait que je pleure, on est des êtres humains. Tu sais que je suis assez convaincu que femmes et hommes, on est exactement pareil physiologiquement, mais totalement. On est des personnes, c'est une part de ta personne, de ton caractère. Culturellement, en tant qu'homme, ça fait très faible de pleurer. Or, un homme, on est éduqué depuis tout petit sur tu dois être balèze. Oui, mais c'est là où c'est vrai qu'on se trompe complètement, parce que pour avoir vu des hommes pleurer, quand même, malgré tout, je trouve que c'est des moments non pas de vulnérabilité, mais de proximité intense avec la profondeur de l'autre. Et pour moi, avoir accès à la profondeur de quelqu'un, alors qui ne passe pas que par les larmes, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, bien sûr, hein, mais ça passe notamment par des larmes, je trouve ça d'une force dans une relation à deux. Oui, ça c'est vrai. Qui est énorme. Mais moi, je me rappellerai toujours, j'ai vu mon père, paix à son âme, une seule fois pleurer dans sa vie, ça m'a traumatisé. Parce que lui, c'était l'archétype du mal, tu vois, mais le type dur, vraiment dur. Alors que si c'est dans le cadre d'une relation et que c'est établi comme ça, et qu'il y a un partage d'émotions, c'est totalement différent. Et je pense que c'est ça, en fait, le secret, c'est... je dis pas que j'aime pleurer, c'est pas vrai. Cela étant dit, ouais, ça fait un bien de fou. Enfin, si on a cette fonction-là, c'est pas pour rien. Oui, et je sais plus qui disait, parce que tu vois, tu parles de ton papa, et moi j'ai une grande conversation historique dans notre relation 2 semaines avec mon papa. On dit souvent que les yeux, c'est Merleau-Ponty, je crois qu'il dit ça, je sais plus. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Non, c'est Monterland, je crois. Ah, c'est Monterland. Tu vois, Merleau-Ponty, comme il y a des lettres communes, mon esprit a cacophonisé. Et donc, mon père n'a pas pleuré explicitement au sens les larmes n'ont pas coulé, mais j'ai vu les larmes monter dans ses yeux sur des sujets qui l'ont concerné dans sa vie et puis qui le concernaient plus récemment dans notre relation, à la fois sur les deux sujets. Ça nous a énormément rapprochés. Enfin, tu vois, parce que en plus, les larmes ne demandent pas de mots, n'exigent pas de mots. Elles disent déjà beaucoup. Donc, c'est quand même, tu vois, c'est la profondeur de l'âme que tu touches et qui renforce pour moi une relation. D'accord. Alors, mon préjugé à moi. Oui. Les femmes pensent que tous les hommes sont attirés par les plus jeunes. Ah oui, ça c'est vrai, on peut pas s'empêcher de le croire, mais en même temps, alors là où je m'auto-analyse, c'est que moi en tant que femme, je peux être attirée par des plus jeunes. Hein. Mais en fait, tu sais que c'est toutes les stats qui le montrent. Tu sais pourquoi les femmes les femmes n'allaient pas vers les plus jeunes avant ? Parce que la société leur interdisait. Oui, il y a ça, mais figure-toi aussi que ce que j'ai remarqué, c'est que les plus jeunes osent aussi. Les plus jeunes garçons, bien sûr, manifestement, s'autorisent largement à aller vers des femmes plus âgées, quoi. Et moi, j'ai toujours été avec des femmes plus vieilles que moi. Ce qui, d'ailleurs, a été dans une de mes ruptures une horreur pour la personne qui était en face de moi, parce qu'elle se dit « Ah, c'est encore un crétin qui veut le jeune modèle ». Et en fait, la rupture a été encore plus dure, parce que je n'allais pas vers un jeune modèle, quoi. C'est juste, je l'avais quitté parce que je ne l'aimais plus, point. Pas parce que c'était un vieux modèle. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, on voit statistiquement, les femmes aussi, c'est clair qu'entre le modèle ventre à bière et un peu moche et le modèle avec des abdos comme Brad Pitt dans Fight Club, ouais, il y en a un des deux qui est plus attirant. Ah tu vois, autre stéréotype, on peut enchaîner. Ah mais vas-y, je t'en prie, au contraire. Tu vois, c'est que là, effectivement, ce que tu viens de dire, stéréotype, les hommes, avec l'âge, se laissent beaucoup plus aller et prennent moins soin de leur corps et de leur apparence, et ça, j'arrive pas trop à me l'expliquer, versus les femmes. Alors, si je peux m'expliquer, parce que poids de la société sur les femmes énorme jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Mais je ne comprends pas. Ah je peux t'expliquer. Pourquoi, en tant qu'homme, à partir de, je sais pas, 40, 45, 50, ça dépend, mais tu vois des associations, tu vois, de duos,
où la femme est toujours hyper apprêtée, et en plus hyper apprêtée, tu vois, indépendamment de son physique. C'est pas le sujet. C'est, tu vois, juste l'apparence globale, alors que l'homme a l'air de... Alors, j'aime faire l'avocat des hommes, là, sur ce coup-là. Certes, il y a une pression sociale sur les femmes qui est dingue. Mais le nombre de copines où je vois leur mec en train de faire un joli petit ventre à bière et compagnie. Et je leur dis, mais tu lui dis pas à ton mec de faire attention? Mais non, c'est trop mignon, sa jolie brioche. Et il y a des thérapeutes qui ont expliqué qu'il y a un côté rassurant, paraît-il, dans la brioche des mecs. Parce que psychologiquement, ça veut dire qu'on est bien nourri, que tout va bien, qu'on est un peu dans l'opulence, etc. À un moment, mesdames, moi je me rappellerai toujours d'une discussion où je me suis brouillé avec un pote qui osait dire à la mère de ses 3 enfants, non, enfin c'était pas en sa présence, il disait, mais tu te rends compte quand même, Gaëlle, elle a pris du cul quand même. Et je le regarde, je fais, mais t'as vu le bide que t'as, crétin? D'où tu te permets de juger ta femme? Et en fait, c'est vraiment parti en sucette. Mais à un moment, mesdames, vous avez le droit de dire à votre mec, j'aimerais bien que tu fasses attention. Et j'ai rencontré peu de copines qui osent le faire, honnêtement. Donc je pense qu'il y a une part de culture, il y a une part de flemme chez les hommes, et il y a une part, je pense, un peu de lâcheté chez les femmes. Non ? Bah oui, c'est vrai, parce que surtout qu'en plus, c'est effectivement parfois chez des hommes qui, en plus, exigent, tu vois, de leurs femmes et Bien sont sûr. assez exigeants vis-à-vis d'elles, mais par contre ne le sont pas vis-à-vis d'eux. On est bien Mais d'accord. ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quel est finalement le plaisir. Alors, tu dis effectivement la rassurance psychologique de la petite bedaine, etc. Mais quel est je comprends pas en fait. C'est vrai, je me dis en plus c'est des hommes qui en général ont été sveltes, très élégants auparavant. Mais tu as une forme de, je sais pas. Mais C'est j'ai une sorte plein de je sais copines pas, qui alors, me disent lâcher j'adore sa prise. petite bedaine. Hein. Et je comprends pas le charme qu'on trouve à de la bedaine en fait. Ah non, ça je comprends pas. Et à la fois, si on devait faire notre autocritique, ma chère Caroline, l'espèce d'hystérie sur le corps, pourquoi est-ce qu'on appliquerait aux hommes ce qu'on a détesté avoir appliqué aux femmes avec cette espèce d'hystérie sur le physique, sur les femmes pendant des décennies, voire des siècles? Oui, Tu alors vois c'est ce pour que ça je que veux dire? je parlais, tout à fait, mais c'est pour ça que je parlais plus largement de l'apparence. Ouais. Tu vois, juste de la dégaine, tu vois. Ah, d'accord, ouais. Tu vois, quand t'es invité en soirée, enfin, tu vois, pour un Le côté anniversaire, moi t-shirt j'ai dégueu plein et compagnie. d'anniversaires, plein Ouais, je d'anniversaires comprends. de 50 ans, tu vois, Ouais. je parle même pas du physique. Tu vois, c'est juste Je comprends. l'apparence où la femme, tu sens qu'elle s'est énormément apprêtée, elle a passé un petit temps, tu vois, pour se faire jolie, pour elle et pour les autres. Enfin, tu vois, ça, on sait jamais dire, mais on le fait. Et de l'autre côté, le gars, tu vois, c'est souvent dans ce sens-là. Non, mais tu as raison. Tu as complètement raison. Et ben, messieurs, si vous écoutez ce podcast, mais en plus, je pense que dans un couple, c'est assez facile, il faut en parler, quoi. Bah oui. C'est... Je pense qu'on a peur de vous vexer aussi. Bien sûr que tu as peur de vexer l'autre en lui faisant une remarque comme ça, c'est sûr. Alors, c'est marrant, parce que je m'attendais que toi, dans les préjugés, tu sortes quelque chose, mais tu vas me dire, ah bah oui, bien sûr, donc moi, je vais le balancer pour toi. Ça va être un préjugé positif vis-à-vis des femmes. Je pense que dans une relation amoureuse, les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Mais beaucoup plus. Et j'en veux pour preuve, je ne sais pas si tu le sais, 80% des divorces, 80% sont à l'initiative des femmes. Parce qu'elles ont le courage de reconnaître quand ça va pas. Oui, et le courage... Et le préjugé, c'est les hommes sont des lâches. Non ? Bah, disons que moi, je pense que ça vient du sujet de... On a le courage de mettre en tous les cas les sujets sur la table parce qu'on on est plus à l'aise pour exprimer nos sentiments. On en a besoin d'ailleurs. Et quand vous, pour des raisons qu'on a déjà un peu évoquées tout à l'heure, parce que les pleurs, c'est aussi exprimer ses émotions pour un homme. Apparemment, c'est plus compliqué que pour une femme aujourd'hui. Donc, tu vois, je me dis aussi que la racine entre guillemets du mal, entre guillemets courage, lâcheté, de ce rapport-là, il vient quand même d'une pression aussi mise aux hommes pour finalement se dissimuler la plupart du temps derrière une armure. Je te trouve très gentille avec les hommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais pas gentille, mais parce que si tu veux, moi je sais faire la part des choses entre les deux, c'est-à-dire que à écouter mes invités, j'invite des hommes et des femmes sur mon podcast, tu sens bien
qu'on a été éduqué différemment. Tu vois, de fait, on est déjà pris dans les bras différemment quand on est un garçon ou une fille à la naissance. De fait, on va pas dire les mêmes choses dans une cour d'école ou dans un square. Oui, tout à fait, ça a été montré par des études canadiennes. Incroyable. On n'est pas pris de la même façon. On nous ouvre pas au monde de la même façon. Honnêtement, je suis moins gentil que toi. Alors, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable avec les hommes. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai quitté la mère de mes garçons, donc ça remonte à longtemps. C'est dur de quitter quelqu'un, à quitter un enfant. C'est très dur. Et je reçois le coup de fil de deux potes qui me disent « Tiens, ça serait cool qu'on aille dîner. » Moi, je me dis « Ah, putain, c'est sympa, comme j'ai pas trop le moral, machin, c'est sympa, ils vont me changer les idées. » Et là, ils ont passé le dîner à me demander « Mais Gaël, comment t'as fait pour avoir le courage de quitter ta femme ?» Et je fais « Mais de quoi vous me parlez, les gars ?» Et là, ils m'expliquent nous, on n'ose pas trop, donc on a des maîtresses, mais si on quitte, ça veut dire que pour les gardes, ça va être compliqué, pour la bouffe, je sais pas comment gérer. Et j'étais consterné, Caroline. Et ça existe. Moi, je suis plutôt c'est intéressant. Non, mais les explications sont hyper intéressantes parce que j'allais te répondre deux choses. Oui, alors déjà, c'est pour des sujets pragmatiques, tu vois, et très logistique. Et très logistique, quoi. Mais en même temps, c'est à entendre. Enfin, je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas au bout du processus. Oh, mais t'es tellement gentil avec les hommes aujourd'hui. Mais ils vont pas au bout du processus. Mais c'est dingue parce que pour des raisons, du coup, mais d'une banalité, mais en même temps, ça les renvoie à leur limite, quoi. Enfin, on est d'accord que c'est pathétique. C'est pathétique. Mais il y a plein de mecs comme ça. Le fait qu'il t'ait dit ça, je sais pas, moi, j'aurais fait silence pendant 5 minutes pour qu'il repense juste à la phrase qu'il était en train de dire, quoi. Tu vois, c'est une grande technique, hein, le silence, pour que la personne s'auto-coach et se rende compte de ce qu'il y a dans ses paroles. Et l'autre chose, alors ce qu'on me dit souvent, beaucoup d'hommes m'ont dit ça, c'est que les femmes, quand elles partent, c'est terminé, et que les hommes, et c'est peut-être pour ça que vous arrivez jamais à partir, parce que je sais pas pourquoi vous avez une propension à tout le temps regarder dans le passé, le rétroviseur, notamment sur ça, et que du coup, vous avez toujours peur de regretter. Et que c'est pour ça que vous reculez à chaque fois le moment, jusqu'au moment où, de toute façon, la relation est devenue insupportable, donc la femme, finalement, prend les devants, parce que la relation va plus, et que vous avez tout fait, entre guillemets, pour qu'on en arrive là, tu vois, et que ça soit nous qui disons, bon, allez, arrêtez, parce que ça part dans le mur. Parce que, en fait, vous regardez plus souvent dans le rétroviseur. J'ai souvent eu ça. C'est vrai. Moi, je crois que c'est plutôt Mais toi, par exemple, c'est quand, juste avant qu'on enregistre, tu me disais, un des préjugés que tu avais, c'était que les hommes étaient plus infidèles que les femmes. Je crois pas. Je crois que ça a été beaucoup plus interdit aux femmes parce que la société n'acceptait pas ça. Mais je pense que dans, une génération ou 2 générations, l'infidélité sera exactement au même niveau. Mais exactement. Ça, je suis d'accord. Alors, les statistiques, effectivement, elles montrent qu'en gros, c'est un peu plus de 50% des hommes, alors que nous, on est sur du 1/3, quoi. Ouais. Donc, les femmes sont aussi infidèles. Mais ça a augmenté énormément sur les 10 dernières années. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a une tendance qui est certaine à la hausse pour les femmes, parce que nous, on a plus de marge pour rattraper les hommes, mais qui est liée à toutes ces notions de polyamour aussi. Enfin, tu vois, je pense que la réflexion de se dire de toute façon la fidélité c'est compliqué et pourquoi on n'aurait pas la liberté que notre corps. Alors, je reste assez partagée sur le sujet parce que moi j'ai du mal à différencier l'engagement dans une relation physique. J'ai du mal à distinguer tête corps cœur, quoi. Tu vois, je vois pas bien, quoi. Ouais. Et le discours aujourd'hui pour, si tu veux, expliquer l'infidélité qui est finalement une chose naturelle, c'est finalement de dire j'ai la liberté de mon corps. Bon, je suis d'accord avec ça. Je suis évidemment d'accord avec ça. Là où moi j'ai, tu vois, une forme de recul pour l'instant et de doute par rapport à cette philosophie de l'infidélité comme de toute façon une forme de je vais pas dire fatalité parce que c'est pas présenté comme ça par les personnes qui le défendent. Elles expliquent plutôt que c'est comme quelque chose de naturel. C'est que dans des relations profondément amoureuses et d'échanges, moi je n'arrive pas à engager que le corps en fait. Tu vois, je distingue pas. Donc je trouve que l'argument il est un peu. Maintenant voilà, je suis d'accord avec toi. Les stades vont certainement bientôt s'aligner par rapport à l'ouverture finalement qu'on est en train de donner. Bien sûr. C'est Noémie Delattre qui le dit super bien. Elle dit mais comment c'est possible de passer de la levrette à la poussette parce qu'effectivement entre une relation, tu pourrais imaginer avoir un partenaire pour une relation de duo et un partenaire
pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Moi, j'ai des amis autour de moi qui me disent, une fois que les enfants sont grands, elles savent très bien qu'elles vont se séparer, que pour l'instant, elles restent parce que... Oui, ça, elles aussi, beaucoup. tiens, d'ailleurs. J'ai eu l'explication d'une femme qui me disait, non, mais je reste parce que j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire de la garde alternée. Mais c'était pas tant la logistique. Elle, je pense que le fait de pas voir ses enfants une semaine sur deux, potentiellement. Voilà, donc effectivement, on est en train peut-être, et en tous les cas, on bouscule ça. On bouscule évidemment cette image complètement erronée dans laquelle moi j'ai été éduquée du partenaire pour la vie, quoi. Et qui était effectivement une image de pression totale qui n'existe que dans les contes et dans les films. Eh ben, l'énorme romantique que je suis n'est pas d'accord avec toi. Moi, non, mais j'y crois toujours. Moi. Oui, ok, je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Ok. Moi aussi, bien sûr, j'ai envie d'y croire encore. Mais bien sûr. Écoute, Caroline, merci beaucoup pour cet échange. C'était trop bien. Merci à toi. J'ai envie de te dire à la prochaine. Oui, je pense. Alors, je rappelle aux auditeurs de Happy Love que c'est super important de s'abonner, de mettre des pouces levés, de mettre des étoiles, des commentaires. C'est comme ça. Et Caroline, tu peux témoigner avec ton podcast Sur l'oreiller, qui, je le rappelle, est un super podcast. Donc, allez jeter une oreille. C'est pas tout à fait le même genre que Happy Love, mais ça reste juste un très bon podcast, donc allez l'écouter. Donc tu vas me confirmer que les étoiles, les commentaires, partager, s'abonner sur sa plateforme préférée, ça prend 2 secondes, c'est important pour le podcast, et en plus, franchement, ça nous fait super plaisir dès qu'on en a, non ? Ah bah oui, exactement, parce que c'est vrai que c'est une jolie activité ce qu'on fait, et elle demande de l'énergie. Et des encouragements. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Gaël, tu avais vraiment raison, et Caroline, n'importe quoi. Ma chère Caroline, je te dis à la prochaine. Je te souhaite une excellente fin de journée, et aux auditeurs et auditrices de Happy Love, tout pareil. Salut, prenez soin de vous.